Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous continuerons la série donc des cours concernant la méthode statique non linéaire équivalente. Après avoir vu la méthode pushover qui est la base de cette méthode statique non linéaire, et puis la première méthode concernant la méthode du spectre de capacité, une deuxième méthode qui est très populaire actuellement et très utilisée dans les nouveaux règlements parasismiques. Il s'agit de la méthode de calcul des coefficients de déplacement est utilisé dans le FIMA 273 et puis amélioré dans le FIMA 440. Donc, cette méthode, comme j'ai dit, c'est la suite des différentes méthodes qu'on va exposer concernant les méthodes statiques non linéaires équivalentes. La méthode repose sur le calcul du déplacement équivalent en considérant certains coefficients directement sur l'expression du déplacement pour prendre en considération surtout de la non-linéarité ou bien de l'inélasticité d'une façon générale. Donc, c'est une méthode qui consiste toujours à soumettre la structure à un changement latéral statique croissant jusqu'à ce qu'elle atteigne un déplacement maximal appelé déplacement cible. Donc, c'est la fameuse approche de l'analyse pushover. Le déplacement est un déplacement qu'on appelle un déplacement de contrôle ou bien un nœud de contrôle, qui généralement est considéré dans FIMA comme étant le centre de masse du dernier étage ou bien du dernier plancher de la structure. Le déplacement donc, est censé représenter le déplacement réel de la structure lors du séisme. Et puis, ce qui est important, on ne va pas transformer la courbe de capacité en spectre de capacité. Ça, c'est une grande différence avec la première méthode concernant la méthode du spectre de capacité. C'est une méthode qui fournit directement un processus donc direct pour le calcul de la demande en déplacement, et puis les sollicitations externes sont obtenues par cette analyse qui sont approximativement similaires à celles données par un calcul dynamique. Donc, je répète, ces types de méthodes sont beaucoup plus utilisés pour ce qu'on appelle les structures à étages multiples d'une façon générale et qui représentent une certaine simplicité dans la conception, que ce soit en plan ou bien en élévation. Le chargement appliqué, FIMA exige deux types de chargement. On a dit que pour entamer la courbe pushover, il faut un chargement latéral. Donc, FIMA exige deux types de chargement. Une distribution uniforme, dont les forces sont proportionnelles aux masses. Et le deuxième type de chargement, c'est prendre l'un des deux, l'une des deux distributions, soit les forces latérales représentées par les valeurs du coefficient de distribution, donc CVX, représentées ici par cette expression-là, et doit être utilisé si plus de 75% de la masse totale participe au mode fondamental de la direction choisie. Donc là, il faut que vraiment votre mode fondamental soit un mode dominant à 75% à peu près de la masse totale. Sinon, donc, il faut utiliser une distribution des forces latérales proportionnelle aux forces d'inertie des étages, si vous voulez, avec un nombre de modes qui peut représenter donc à peu près 90% de la masse. D'accord. Donc l'un ou l'autre, mais avec une distribution uniforme quand même en plus. Donc là, pour entamer cette procédure. Le CVX est un coefficient donc comme j'ai dit, de répartition ou bien de distribution suivant la verticale. Bien sûr, il dépend du poids de l'étage et de sa hauteur à partir de la base. Voici un exemple donc des choses latérales, donc une distribution uniforme, une distribution triangulaire, donc le mode fondamental à 75% de masse, et puis une distribution proportionnelle au point de si les modes donc à 90% de masse. C'est ça ce qui est proposé par FIM. Donc, pour déterminer maintenant la période fondamentale de mon structure, surtout lorsque je passe du système à plusieurs degrés de liberté à un système à un seul degré de liberté, donc je prends ma courbe donc en rouge, qui est la courbe pushover, linéarisée bien sûr, euh, pour l'utiliser. Et puis j'essaie donc d'intersexer, de rendre cette courbe pushover en une courbe bilinéaire, en une courbe à deux droites, donc bilinéaire, avec un point important, c'est que j'essaie d'avoir toujours l'intersection de la courbe pushover avec la courbe bilinéaire à 0,6 VY. C'est ça là,
modélisation qui m'intéresse, parce que finalement, j'ai besoin de ce VY, donc à la limite, si vous voulez, élastique, et du point correspondant à VY qui va me donner donc la rigidité. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle le XT inélastique, si vous voulez. Donc ça, c'est très important. Donc là, comment on fait? On essaye par essai et erreur, donc ce qu'on appelle trial and error, essayer une première valeur donc de VY. On la trace, donc on trace cette courbe-là et on va voir si l'intersection se fait à 0,620 VY. Si elle ne se fait pas à 0,6 VY, donc j'ajuste et je recommence avec le deuxième point, ainsi de suite jusqu'à tomber à peu près à 0,6 VY, l'intersection entre, je rappelle, la courbe en rouge qui est la courbe donc pour chauffeur et la courbe donc à deux à droite, donc une droite initiale avec une pente KE et une deuxième droite avec une pente post-élastique, donc alpha K. Voilà. Alors, PIMA propose cette expression-là pour le calcul du déplacement inélastique. Donc, bien sûr, il fait intervenir donc quatre constantes, C0, qui permet de transformer le déplacement spectral à celui du sommet du système à plusieurs degrés de liberté. C1, c'est le coefficient donc qui permet de convertir le déplacement élastique à celui inélastique. C2 dépend du boucle hystérétique et C3 donc dépend de l'effet P delta. Multiplié par SA, c'est l'accélération spectrale à une valeur TE. Donc, on fait rentrer TE dans le spectre et on détermine SA directement. TE, on a déjà dit, donc c'est la période fondamentale calculée tout à l'heure. Et G, donc c'est l'accélération du son, l'accélération, pardon, de la pesanteur. Donc, bien sûr, vous avez remarqué que ceci, parce que ceci, c'est l'inverse d'une pulsation, donc ceci, c'est un pseudo-déplacement, d'accord, que je vais le multiplier par des coefficients pour le rendre donc le déplacement cible que je cherche, qui est la valeur maximale du déplacement au sommet correspondant au séisme futur. Donc, voilà, donc c'est très simple, c'est une formule très simple à utiliser. Il suffit juste maintenant d'utiliser les bonnes constantes C0, C1, C2, C3 selon donc ce que propose Phi. Donc on va voir ces constantes rapidement. La constante C0, comme j'ai dit, elle relie le déplacement spectral au déplacement du sommet du système à plusieurs degrés de liberté. Donc le déplacement spectral, c'est celui que je sors du spectre, et puis le déplacement du sommet, donc ce qu'on a appelé le XT. Il se calcule par le facteur de participation modale correspondant au premier mode, par le facteur de participation modale calculé correspondant à un vecteur de déformation de la structure de déplacement cible, bien par une valeur appropriée du temps. Donc là, FIMA propose donc les trois types de calcul de ces zéros. Donc là, l'ancienne version de FIMA 273, le C0 dépendait uniquement du nombre d'étages, alors que la nouvelle proposition de FIMA 356 propose que C0 dépend du type de chargement, d'accord, et du nombre d'étages. D'accord. Si vous n'avez pas une valeur ici, donc il suffit d'interpoler tout simplement entre les valeurs limites. Le C1, donc, qui est un coefficient qui relie le déplacement inélastique au déplacement linéaire élastique, est donné donc par cette expression pour des intervalles donc, de TE par rapport à TC, où TC est la période caractéristique du spectre définie comme étant la période de transition entre le segment des accélérations constantes et le segment des vitesses constantes. TE, c'est la période fondamentale. Donc, avec donc C1 qui, lorsque TE est inférieur à TC, donc il dépend du facteur de réduction, donc, ou bien le RMU, le facteur de réduction, qui peut être assimilé au facteur de comportement. RMU est calculé selon cette expression-là, en utilisant donc l'accélération spectrale SAE, l'effort tranchant VY, donc à la limite, et puis le poids de la structure. Donc ça, c'est pour le calcul du coefficient de réduction. Donc, le C1 ne doit pas dépasser donc s'il est inférieur à 0,1 seconde, il ne doit pas dépasser 1,5. Et s'il est supérieur à TC, donc, il ne doit pas dépasser la valeur 1. La période T maintenant qui est utilisée ici est une période donc qui est
calculé par l'une des méthodes. Donc, soit on fait une analyse dynamique en utilisant les valeurs propres d'un modèle mathématique de la structure, soit en utilisant la formule donc semi-empirique ou empirique CTHN3 quart avec CT égale 0,03 pour le béton armé, 0,035 pour l'acier et H1 c'est la hauteur de la base au sol. Pour le coefficient C2, donc on a dit c'est un coefficient qui prend en compte la forme hystérétique donc sur le déplacement maximal. Donc là, ce coefficient C2, FIMA propose qu'il varie en fonction du type du portique et surtout en fonction du niveau de performance donc défini par FIMA. Donc là, vous avez deux types de portiques. Des portiques avec donc 1, donc c'est des portiques qui sont des structures avec 30% d'effort tranchant dans n'importe quel niveau et repris par les éléments dont leur rigidité est détériorée lors du séisme. Donc, par exemple, le portique résistant par le moment, palais de stabilité triangulé ou bien mur en maçonnerie non armé. Et puis, tout ce qui n'est pas 1 est classé en 2, donc en portique. Les niveaux donc, de performance, FIMA définit trois niveaux de performance, donc ce qu'on appelle l'occupation immédiate. Et là, donc, ça correspond à des endommagements faibles, si vous voulez, ou bien insignifiants. Comportement élastique de la structure. Sécurité, donc le niveau de sécurité de vie, c'est un niveau où les dommages deviennent importants, mais la structure reste quand même stable, si vous voulez. La structure conserve une large sécurité de résistance avant la ruine. Et puis prévention de la ruine, donc là, les dommages sont vraiment très très importants et on est au bord de la ruine de la structure. Donc là, c'est ce que propose FIMA donc pour la définition des niveaux, des trois niveaux donc, de performance immédiat, occupation immédiate, sécurité donc, de la vie et puis c'est prévention de la vie. Enfin, le facteur C3, donc, c'est un facteur qui prend en charge les effets P delta. Donc, la même chose, il dépend donc de coefficient de réduction MU et de la période fondamentale TE. Avec maintenant, on prend en considération le alpha. Le alpha, c'est simple, donc c'est celui donc, qui apparaît comme étant la pente ici. Donc, on a dit ça, c'est alpha KE. Ça, c'est KE, d'accord? Et ça, c'est alpha KE, si vous voulez, qui est égal à K post-inélastique. Donc, ça, c'est alpha, c'est la pente du deuxième, de la liste post-élastique. C3 ne doit pas dépasser donc, selon une valeur de θ qui est donc représentée ici par cette formule en fonction, le θ dépend donc du poids, de la partie poids, du déplacement donc latéral, de l'effort tranchant correspondant au niveau et de la hauteur donc de ce niveau. Donc, si cette valeur est inférieure à 0,1, donc C3, la limite, sa valeur, ça ne doit pas dépasser 1. Si θ est supérieur à 0,1, la valeur, donc C3 ne doit pas dépasser cette valeur-là en fonction de θ. Donc voilà, C1, C2, C3, C0, C1, C2 et C3. Maintenant, une fois que j'ai le déplacement, si vous voulez, que j'ai calculé, FIMA propose que ce soit pour le cas statique linéaire équivalent, si vous faites un calcul statique linéaire équivalent avec FIMA, donc cette expression-là. Sinon, donc, si vous êtes dans le calcul statique non linéaire équivalent, vous revenez donc avec le XT que vous avez calculé avec cette formule-là. Donc, si vous voulez, avec cette formule-là, donc le XT que vous avez calculé avec cette formule-là, vous l'introduisez dans votre courbe du push-over initial, d'accord? Ça, c'est la courbe push-over initiale, donc, et vous tirez, donc ça, c'est le XT que vous avez calculé par la formule 1914, et vous tirez donc votre effort tranchant à la base. Voilà. Donc, avec cet effort tranchant à la base, maintenant, je peux calculer les différents efforts selon la hauteur ou bien selon le plan, donc soit verticalement, soit horizontal. Verticalement, donc j'utilise le coefficient de distribution de tout à l'heure, donc il est pratique, il est utilisé dans tous les règles parasimiques en général. Ce coefficient dépend donc des poids et des hauteurs, si vous voulez, d'une façon générale. D'accord? Avec maintenant une puissance K qui est utilisée ici en fonction de t. Si t est inférieur à 0,5, donc k est égal à 1.
Si t est supérieur à 2,5, k est égal à 2. Maintenant, si vous avez une valeur de t entre les deux, vous interpolez d'une façon générale. La distribution horizontale, elle est simple. En général, elle se fait selon la répartition des masses ou bien la distribution des masses du niveau d'une façon générale. Bien sûr, il faut toujours considérer dans ce cas que le plancher est très riche. Donc, voilà donc une idée sur un résumé de la méthode. Donc, comme j'ai dit, on va vers une courbe pushover. Donc, on va essayer de la rendre en bilinéaire. D'accord? Et puis, de cette courbe, je tire VY et XTY pour calculer donc la rigidité KE et la rigidité KI. D'accord? Qui va me permettre de déterminer la période TE et qui va me permettre de calculer, je vais calculer les différents coefficients pour calculer le XT avec cette formule. Une fois que j'ai les XT, donc comme j'ai dit, je reviens à la courbe pushover initiale et je vais déterminer le taux tranchant à la base VP. Voilà, donc c'est simple. C'est une application directe très simple de cette méthode-là. Donc maintenant, quelques années plus tard, il y a eu l'amélioration de la méthode et elle a été prise en compte dans le FIMA 440, le récent. Et ces améliorations-là sont dues beaucoup plus à des analyses supplémentaires et des études supplémentaires statistiques sur plusieurs cas donc, réels de séisme où on a essayé donc si vous voulez, d'adapter donc les systèmes à un seul degré de liberté et de les ajuster pour qu'il y ait donc une correspondance entre cette analyse non linéaire statique équivalente et l'analyse réelle ou bien dynamique réelle de la structure sous différents sites. Donc les mêmes améliorations, les mêmes études qui ont été faites pour améliorer, donc si vous voulez, l'ATC 40 ont été utilisées pour améliorer le FIMA 273. Voilà, donc, alors ces améliorations, comme j'ai dit, sur une base de données très importante, donc, qui a été faite par la suite pour ajuster les systèmes à un seul degré de liberté. Les améliorations se sont faites beaucoup plus sur les coefficients C1 et C2, et puis il n'y a plus de coefficient C3 qui dépend de l'effet P delta. Ce coefficient a été remplacé par une limitation sur la distance minimale pour éviter l'instabilité dynamique. Donc, on résume les différences entre le FIMA 273 et FIMA 440. Donc, la même formule, sauf que C3 n'existe plus, celle de FIMA 73. On l'a remplacée carrément par la vérification de cette contrainte de résistance obtenue par application d'une valeur maximale de grandeur. D'accord? La période reste la même, donc c'est le même calcul. D'accord? Le C1 a changé par rapport à celui de FIMA 273, donc il prend maintenant cette expression-là en tenant compte donc toujours du coefficient donc, de réduction et de la période fondamentale calculée avec maintenant un coefficient alpha qui a été ajouté, qui dépend donc de la classe du site. Pour une classification B, C et D, voire FIMA, donc vous avez trois valeurs de alpha, 130, 90 et 60. Pour le facteur C2, donc si vous voulez, ce qu'on a appelé le facteur qui dépend de la forme hystérétique, donc là, le C2 n'est plus comme préconisé dans le FIMA 273, qui était donc dépendant du type de portique et du niveau de performance de la structure. Maintenant, on prend directement une formule de ce type avec R mu, donc le coefficient de réduction, et TE, la période fondamentale. Voilà, donc ce sont les différences qui existent entre FIMA 273 et FIMA 240. Aujourd'hui, donc, on utilise le FIMA 440, si vous voulez, avec ces améliorations. Voilà, donc ça, c'est une méthode très simple, si vous voulez. On peut la résumer dans ce graphe-là. Donc, la même chose, j'ai dit, de la courbe pushover, donc on déduit la courbe bilinéaire pour déterminer donc le VY et le XTY qui va me permettre de calculer le KE et le KI si vous voulez avec alpha. Et puis je calcule les coefficients C0, C1 et C2 avec C1 qui est égal à cette expression, C2 est égal à cette expression pour calculer donc le déplacement inélastique au sommet donc que je fais rentrer dans la courbe pushover pour me donner les forces tranchantes. Donc ça c'est si vous voulez la forme améliorée de phi. Voilà, donc je pense que en arrivant à la fin de ce chapitre-là, ce qu'on retient de ce chapitre, c'est que on utilise directement un déplacement, donc un pseudo-déplacement si vous voulez, et on le multiplie par différentes constantes qui ont été déterminées statistiquement par rapport à l'étude de plusieurs séismes
on utilise ces constantes C0, C1, C2 et C3 pour obtenir le déplacement qui m'intéresse pour le faire entrer dans la courbe pushover qui va me donner donc l'effort tranchant là. Voilà, donc je vous remercie. J'espère vous revoir dans le prochain chapitre concernant une des méthodes les plus simples. Donc, ça sera la méthode qui repose toujours sur les méthodes statiques non linéaires équivalentes. Maintenant, on va voir comment calculer le déplacement pour un système à un seul degré de liberté équivalent. Voilà, donc je vous remercie.